Public Sénat. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité au Parlement et au Sénat. Et avec moi pour présenter cette émission, Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurence Rossignol, vous êtes notre invitée aujourd'hui et on va voir votre parcours politique en quelques mots. Il vous a vu passer des rangs de la LCR, de l'espoir du Grand Soir au Parti Socialiste en 1981. Conquête par les urnes et gauche de gouvernement, vous avez d'ailleurs été ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes sous le quinquennat de François Hollande. Votre signe distinctif, le féminisme chevillé au corps, il est constitutif de votre engagement politique, puisque vous avez d'ailleurs fait partie des pétroleuses du MLF, le mouvement de libération des femmes. Pendant le confinement dû au Covid, vous avez beaucoup dénoncé la fragilisation de l'accès à l'IVG pendant cette période. Laurence Rossignol, autre victime possible du Covid, la loi de bioéthique et sa mesure phare, la PMA pour toutes. Gilles Legendre, le patron des députés de La République En Marche, espère pouvoir adopter le texte d'ici la fin du quinquennat. Ça vous inquiète? Vous avez peur qu'il soit un petit peu enterré, ce texte? Oui, quand un président de groupe dit qu'il espère pouvoir adopter le texte avant la fin du quinquennat, on entend qu'il craint de ne pas pouvoir l'adopter ou ça lui est peut-être aussi indifférent de ne pas pouvoir l'adopter, je ne sais pas. En tous les cas, il y a une alerte dans son propos. Et en fait, on est là, sur cette affaire de loi bioéthique, sur quelque chose qui, dès le départ, a été mal engagé. Il n'était pas utile de mettre la PMA pour toutes dans la loi bioéthique. Ce n'est pas un problème de bioéthique. La procréation médicalement assistée est déjà une technique dont on connaît beaucoup de choses et qu'on a déjà pu évaluer sur le plan éthique. Après, la décision de l'ouvrir aux couples de femmes ou aux femmes seules est une décision politique et non pas une décision de bioéthique. Donc le gouvernement a enfoui, dirais-je, la PMA pour toutes dans la loi bioéthique. On sait qu'un process de loi bioéthique est très long parce qu'on a beaucoup de sujets. Il y a deux inconvénients à ça. Le premier, c'est que la PMA pour toutes n'est toujours pas votée. Le deuxième, c'est qu'il y avait beaucoup de sujets très importants dans la loi bioéthique, de recherche sur l'embryon, toute une série de choses très importantes qui, du coup, n'ont pas franchi la barre médiatique, qui n'ont pas été jusqu'au grand public parce que la PMA pour toutes a caché tout le reste, a phagocyté tout le reste. Et on est là avec ni une loi bioéthique, ni la loi PMA pour toutes. Mais on est dans une crise épidémique sans précédent. Est-ce que c'est vraiment l'urgence de faire cette loi bioéthique ? Je ne peux pas dire que ce soit l'urgence de faire la bioéthique, mais ce qui était apparemment une urgence quand même, c'était celle des femmes qui demandaient que la PMA pour toutes soit votée de façon à ce qu'elles cessent de se rendre à l'étranger pour faire une PMA. Donc c'est un engagement du président de la République dans sa campagne de 2017. Et je vois qu'il y avait des urgences dans ces engagements de campagne qui étaient pour lui et pour cette majorité En Marche plus important que la PMA pour toutes. Donc on peut être inquiet à cette étape et on aimerait bien que le gouvernement nous donne un calendrier, mais franchement, s'ils n'y arrivent pas à faire voter la loi bioéthique, qu'ils sortent la PMA de la loi bioéthique, qu'ils fassent un projet de loi avec urgence, comme ils le savent très bien le faire pour des tas de sujets, et qu'on vote la PMA rapidement, deux articles et c'est bon. Et on va revenir d'ailleurs sur le fonctionnement du Parlement. Voici les titres de cette émission. Feu vert du Parlement à l'application Stop Covid, l'application controversée de traçage numérique qui doit permettre de freiner la propagation du virus. Elle sera disponible à partir du 2 juin. Il porte diverses dispositions urgentes. Le projet de loi fourre-tout a été passé par le Sénat à la moulinette et en sort expurgé de la moitié de ses ordonnances. Des dons de congés ou des RTT à convertir en chèques-vacances, voilà la proposition de loi défendue par le député Christophe Blanchet, adoptée en commission. Elle sera débattue mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée. Et pour commencer cette émission, le feu vert du Parlement à l'application Stop Covid. Débat sous tension à l'Assemblée nationale, opposition plus feutrée au Sénat où la droite majoritaire a soutenu le gouvernement. Stop Covid fait débat, outil de sécurité sanitaire pour les uns, atteinte aux libertés pour les autres. Résumé des discussions par Marie Brémaud. Devant les parlementaires de l'Assemblée ou du Sénat, même discours de la part de l'exécutif, qui, après avoir revu sa copie plusieurs fois, présentait son projet de loi de l'application de traçage Stop Covid. Le téléchargement de cette application, de cette installation, résulte d'une démarche volontaire de l'utilisateur. Son installation est libre et gratuite. Toutes les fonctionnalités ne pourront être activées que si l'utilisateur le souhaite et la désinstallation est possible à tout moment. Un discours qui se veut rassurant.
La garde des Sceaux récusant tout pistage ou tout fichage des Français. Mais à l'Assemblée nationale, où le gouvernement dispose pourtant d'une majorité confortable, l'opposition a été vigoureuse, les échanges nourris et tendus, à l'image de Jean-Luc Mélenchon qui s'inquiète d'une société sous surveillance généralisée. Après avoir jugulé un danger, le virus Covid-19, on pourrait en juguler d'autres par une connaissance mutuelle plus approfondie. Chers collègues, avez-vous vu la tuberculose? Mon téléphone me le dira. Êtes-vous mauvais payeur? Au moment où vous rentrerez dans le magasin, le téléphone dira « cet homme est déjà dans le rouge, ne lui donnez plus rien », etc., etc., etc. À droite, on profite de cette tribune pour dénoncer la politique gouvernementale en matière de santé. Ne faisons pas croire aux Français que cette application sera l'alpha et l'oméga de la lutte contre le Covid. Ce sont les soignants qui sauvent les vies. Ce sont les masques dont nous avons tant manqué qui sauvent les vies. Ce sont les tests qui ont fait si cruellement défaut pendant le confinement qui sauvent les vies. Vous avez préféré agiter un écran de fumée avec cette application pour mieux masquer vos propres fautes, défaillances et commandes. Deux salles, deux ambiances et l'illustration d'un désaccord au sein de la famille des Républicains. Le patron des LR au Sénat se rallie derrière le projet du gouvernement au nom de la lutte contre la pandémie. Le traçage est essentiel parce que lorsqu'une personne tombe malade, il est fondamental de pouvoir retrouver pour les alerter celles et ceux qu'elle a pu croiser et possiblement, évidemment, contaminer. C'est absolument essentiel. Un texte finalement adopté par le Sénat, mais aussi par l'Assemblée. L'application sera déployée en début de semaine prochaine. Laurence Rossignol, votre groupe au Sénat a unanimement voté contre. Pourquoi ? Et peut-être on revient un tout petit peu en arrière sur la loi Urgence 2, dans laquelle le gouvernement nous a proposé la mise en place d'un système de recueil des données confié à l'assurance maladie. La constitution du fichier. La constitution d'un fichier, on a compris comment ça se passe. Quand une personne va chez le médecin diagnostique un Covid. À ce moment-là, le médecin envoie au fichier à l'assurance maladie les coordonnées de cette personne. La personne est ensuite contactée et elle informe son interlocuteur des personnes qu'elle a rencontrées pendant la période d'incubation, ce après quoi la brigade de l'assurance maladie contacte les personnes qui ont été en contact avec la personne malade. Au moment où on a voté ce fichier-là, on a eu déjà un gros débat sur la question des libertés, de la mise en place d'un fichier, de sa durée de vie. Mais vous l'avez voté, en quoi ça va plus loin là ? Non seulement je l'ai voté, mais j'ai fait partie de celles qui défendaient, et de celles et ceux qui défendaient la mise en place de ce fichier, parce qu'effectivement, le traçage et le contact font partie de la prévention contre la propagation du Covid-19. Mais je crois qu'on a ce qu'il nous faut avec ce système qui est un système contrôlé, qui est entre les mains de l'assurance maladie, qui est contrôlé par des médecins et qui est un système d'un point de vue public. Là, on nous propose une application qui est une application facultative. Dans un certain nombre de pays où elle a été développée, elle n'a pas produit d'effet, les gens l'ont pas téléchargé. Donc, mais le gouvernement dit que c'est un des instruments parmi d'autres. Moi, j'ai le sentiment que le gouvernement, je ne sais pas s'il faut dire le gouvernement dans cette affaire, ou le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, qui en a fait un sujet très personnel, qui a envie d'avoir une technologie et de porter une nouvelle technologie. Édouard Philippe l'a rejoint quand même. Il a dit c'est un outil extrêmement puissant. Cette semaine, il a enjoint tous les Français à télécharger l'application. C'est le gouvernement. Je ne le ferai pas, par exemple. Vous n'allez pas télécharger cette application. Je trouve ça superfétatoire par rapport au système centralisé qu'on a mis en place il y a moins de 15 jours. Et puis par ailleurs, à un moment donné, on peut se poser aussi la question de savoir jusqu'à quel point on veut tout le temps être avec le Bluetooth, les données et toutes nos données stockées. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le système qu'on a mis en place est bien. Celui-là est une espèce de marotte technologique d'un gouvernement qui veut absolument montrer qu'il est très performant sur le plan de la modernité technologique. J'imagine que vous avez un téléphone portable, que vous utilisez Google ou Amazon, qui ont énormément de données sur vous, sur votre consommation, sur votre façon de vivre. Finalement, est-ce que ça va tellement plus loin ? Est-ce que c'est tellement plus liberticide que ces GAFAM ? Mais la question, c'est que c'est celle de l'efficacité. Si on admet l'idée que dès lors qu'une personne est diagnostiquée Covid, elle est prise en charge
par le système de recueil des données sous l'autorité de l'assurance maladie. Qu'est-ce que ce système-là va donner de plus? Et on va savoir qu'on a été dans une rame de métro ou dans un train avec quelqu'un qui, à l'autre bout du compartiment, ensuite un mètre d'écart en principe. Voilà, a été diagnostiqué Covid. Ceci me paraît être une marotte technologique, beaucoup plus qu'une décision sanitaire. Alors Damien Abad est certainement d'accord avec vous. Il juge que Stop Covid, c'est un écran de fumée face aux défaillances de l'État sur les tests de masques. On l'a entendu dans le reportage à l'instant. Est-ce que ça donne le ton des commissions d'enquête parlementaires ? Écoutez, je ne sais pas ce qui se passera à l'Assemblée nationale, parce que les commissions d'enquête à l'Assemblée nationale, dès lors qu'elles visent l'exercice du pouvoir par le gouvernement, sont toujours un peu particulière, pour dire les choses en se souvenant de l'affaire de la commission d'enquête Benalla. Au Sénat, je sais que nous allons travailler sérieusement. Notre but n'est pas la mise en accusation des uns et des autres. Notre but, c'est de comprendre comment l'État a pu être aussi peu préparé dans un certain nombre de domaines, en particulier les masques puis les tests. Comment l'État a pu nous raconter dans un premier temps que les masques ne servaient à rien, puis après qu'ils servaient à ceux qui avaient le Covid, puis en fin de compte qu'ils servaient peut-être à tout le monde, et puis que maintenant on pourrait peut-être en avoir. Voilà, donc tout ça. Il y a des responsabilités partagées avec les exécutifs précédents. Est-ce que vous allez remonter, pour vous, est-il nécessaire par exemple d'auditionner Marisol Touraine, ex-ministre de la Santé ? Je pense que tous ceux qui ont été en charge de l'hôpital public et en charge des politiques publiques de santé au cours des 10 dernières années auront des choses à dire devant la commission d'enquête. Ça me paraît normal. On voit bien normal de l'auditionner. Les masques sont un sujet, mais il n'y a pas que les masques. Il y a le nombre de lits de réanimation dans l'hôpital public, le ratio entre le nombre d'habitants et le nombre de lits, l'état de l'hôpital. Il y aura beaucoup de lumière à faire. Agnès Buzyn, vous devez l'entendre rapidement dans cette commission d'enquête ? Écoutez, la commission d'enquête va se mettre en place au mois de juin. On va peut-être la laisser faire sa campagne municipale à Paris. Et je pense que après les municipales, il n'y a pas urgence à l'audition. Mais elle a dit elle-même qu'elle avait hâte d'être auditionnée pour faire la lumière sur son rôle. C'est formidable. Elle a hâte de tout, d'être auditionnée, d'être en campagne. Bref. Vous l'entendrez donc après le 28 juin. On poursuit cette émission avec le projet portant sur diverses mesures urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie Covid-19. Ce texte qui porte diverses dispositions urgentes est un assemblage hétéroclite de mesures pour faire face à l'épidémie, comme au Brexit par exemple. Un projet de loi très critiqué par les sénateurs car il abuse selon eux des ordonnances. Audrey Vietaz. Les sénateurs ont trouvé un surnom à ce texte. Certains ont même dit qu'il s'agissait d'un projet gloubi-boulga. Difficile selon eux de déceler un fil conducteur tant il brasse de sujets. Pêle-mêle, l'allongement du délai d'IVG pendant l'état d'urgence, l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires ou les règles du chômage partiel. 16 périmètres ministériels sont concernés. Le texte du gouvernement prévoyait aussi 40 demandes pour légiférer par ordonnance sur ces sujets très différents. C'est une procédure exceptionnelle qui permet de prendre une mesure sans débat parlementaire. En pleine crise, 57 ordonnances ont été acceptées. 40 de plus, ce serait beaucoup trop pour les deux chambres. Nous ne devons pas faire perdurer cette pratique initiale justifiée par la situation, mais qui aujourd'hui ne l'est plus, des semaines après le début de la crise. Petit à petit, un phénomène d'accoutumance à la marginalisation du Parlement s'installe. Or, quand le Parlement est malmené, c'est la démocratie qui s'abîme. Après lecture des deux chambres, le texte n'autorise plus qu'une petite dizaine d'ordonnances. Pour le Parlement, la crise ne permet pas tout, en matière de justice notamment. Le Sénat l'a rappelé hier, concernant un amendement du gouvernement. Il visait à étendre les cours criminelles, un dispositif testé depuis moins d'un an avec des cours d'assises sans juré populaire. Nous avons besoin de ce dispositif pour faire face, dans certains départements, aux difficultés qu'ont vont rencontrer les cours d'assises dans le contexte de la reprise d'activité liée au Covid-19. Réponse des sénateurs. Il faut profiter de la situation pour opérer un bouleversement de notre système judiciaire. Quel que soit notre désir d'être utile à la résolution des problèmes d'encombrement de la justice, nous ne pouvons pas accepter cette évolution. L'amendement a été rejeté. Le Sénat demande un vrai débat une fois l'expérimentation terminée, rappelant en filigrane l'importance du temps long. Laurence Rossignol, est-ce que ce projet de loi était nécessaire pour différer différentes dispositions techniques pendant l'état d'urgence ?
Probablement quelques-unes étaient nécessaires. Je pense par exemple à la prolongation de l'expérimentation sur les maisons de naissance qui allait s'éteindre fin novembre. Et on avait besoin de légiférer. Le gouvernement a amendé la loi précédente et a prolongé d'1 an. Ça, c'était nécessaire. Mais plus largement, observons ce qui se passe depuis le début de l'état d'urgence. Le gouvernement vient au Parlement que pour des mesures d'urgence. Et à chaque fois, pour demander au Parlement de se dessaisir de ses compétences et pour donner au gouvernement la possibilité, le droit de légiférer à la place du Parlement. Mais ça, c'est vous qui l'avez décidé dans l'état d'urgence sanitaire, de donner plus de pouvoir au gouvernement. À chaque fois, le gouvernement vient demander de nouvelles habilitations. On peut considérer que certaines étaient utiles, comme par exemple pour mettre en place des dispositions sur les limites à la liberté d'y aller et venir, pour un certain nombre de mesures de départ. Mais après, en quoi est-il utile aujourd'hui de réorganiser aussi bien la justice, les finances, les rapports avec, par exemple, il y avait un article 3. Un abus de pouvoir ? Non, alors, l'abus de pouvoir supposerait que ce ne soit pas légal, mais c'est un exercice maximum de ce que la loi permet. Mais surtout, il n'est possible que si le Parlement est d'accord pour se dessaisir de son pouvoir de légiférer. Or, le Sénat, qui, quand même, depuis 2017, a en charge quasiment seul la question de la vie parlementaire, la question démocratique, la question du respect du Parlement. Le Sénat en charge ça seul, puisque l'Assemblée nationale est composée d'une majorité qui était jusqu'à présent extrêmement vaste, extrêmement docile à l'égard du gouvernement, et qui n'était pas préoccupée parce que peut-être manque d'expérience, manque de compréhension de la nature de nos institutions et du rôle du Parlement dans la démocratie. L'Assemblée nationale se dessaisit très facilement. En fait, la majorité En Marche donne très facilement au gouvernement ses compétences. Donc c'est le Sénat qui est chargé de veiller à l'équilibre des pouvoirs. Et c'est le Sénat qui le fait une fois de plus dans ce texte, avec à la fois la majorité de droite, mais aussi la gauche au Sénat et à l'Assemblée, en disant stop. Maintenant, si vous voulez légiférer, vous venez avec vos textes. Il y a une réduction du nombre des ordonnances à l'Assemblée et au Sénat. L'Assemblée a aussi agi sur ce sujet. Oui, mais enfin, le Sénat a quand même considérablement restreint le nombre d'habilitations. Le nombre d'habilitations, parce qu'il y a des sujets, le gouvernement, on peut siéger. On vit comme si on ne pouvait pas siéger. Mais on peut siéger sur d'autres textes que les lois d'urgence ou les projets de loi de finances rectificatives. Vous craignez que ça laisse des marques, que ça marginalise le Parlement, cette période ? Je crains que, de la part d'un gouvernement que je juge déjà et que je qualifie déjà comme étant un gouvernement peu enclin à faire vivre le Parlement, peu enclin à défendre et respecter l'équilibre des pouvoirs et très enclin à gouverner seul, sans le Parlement, je crains que la période ait été un effet d'aubaine. On nous a parlé l'autre jour d'effet d'aubaine à propos d'un amendement sur les frais bancaires où le gouvernement a dit que si on limitait les frais bancaires, ça allait faire un effet d'aubaine pour les familles fragiles. On a aussi vu que le Parlement pouvait légiférer vite et bien. Vous savez, habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances, ce n'est pas légiférer bien, c'est légiférer vite. Et on a effectivement légiféré aussi vite. Oui et non, parce qu'on a quand même travaillé sur chacune des dispositions qui nous étaient soumises, mais nous aspirons, nous, Parlement, à retrouver nos compétences et notre travail habituel. Un mot sur le rejet de justesse d'un amendement que vous avez porté plusieurs fois depuis le début du confinement pour l'allongement temporaire du délai d'IVG de 12 à 14 semaines. Une fois de plus, cela n'est pas passé au Sénat cette semaine. Oui, parce qu'on sait que le confinement, l'état d'urgence, la désorganisation des hôpitaux et la concentration du travail sur sur la réanimation a eu un effet délétère sur l'accès aux IVG. Et puis j'ajoute quand même qu'on a tous constaté, et la presse a été très bon relais dans cette affaire, que les violences conjugales avaient beaucoup augmenté pendant la période de confinement. Et je rappelle toujours que dans violence conjugale, il y a viol. Et que l'augmentation des violences conjugales peut malheureusement aussi conduire à une augmentation des grossesses non désirées. Et les médecins nous ont alertés très vite en nous disant on a un problème avec les délais d'IVG qui sont trop courts par rapport d'abord aux femmes qui étaient déjà hors délai au moment du confinement dès le 13 mars et qui devaient partir à l'étranger, qui n'ont pas pu partir à l'étranger. Les jeunes femmes, c'est pas si simple de quitter la maison avec son autorisation en disant... Alors ça a été rejeté hier. Pourquoi ? La droite conservatrice finalement ? Je vais y venir. C'est pas si simple. Donc le sujet était réel. Les médecins le disent et le planning familial le dit aussi. Et le gouvernement a été obstinément buté
est hostile à cet allongement des délais. À chaque fois qu'on en a parlé, à chaque fois qu'on les a alertés, ils ont dit non, on reste dans les délais tels qu'ils sont pour les délais légaux de l'IVG. Et ils ont trouvé hier au Sénat, avec l'aile la plus conservatrice du Sénat, un excellent partenaire pour rejeter cet amendement qui pourtant a eu beaucoup plus de voix qu'il n'en avait eu les fois précédentes. Donc il nous faudrait y revenir une 4e fois peut-être pour avoir la majorité. Mais je désespère de convaincre ce gouvernement qui, je le rappelle, avait raconté qu'il faisait des femmes la grande cause du quinquennat, mais qui, quand il est face à un vrai sujet sur la détresse des femmes, est incapable de prendre la décision qu'il faut prendre et préfère s'allier avec les conservateurs. Allez, Laurence Rossignol, dernier thème de cette émission, les dons de congés pour les soignants. Une initiative parlementaire pour aider les soignants en première ligne dans la crise du coronavirus. Le député La République En Marche, Christophe Blanchet, propose de pouvoir donner des congés ou des RTT à convertir en chèques vacances au personnel de l'hôpital pour améliorer leurs vacances. Eh bien, la proposition de loi adoptée en commission sera débattue mardi prochain dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Elsa Mondingava. Après les applaudissements tous les soirs à 20h, comment prolonger cette reconnaissance de la nation au personnel soignant ? Pourquoi ne pas permettre aux Français de leur donner des RTT ou des jours de repos transformés en chèques vacances ? La solution retenue, qui consiste à convertir les jours de repos donnés en chèques vacances, permet d'apporter un soutien visible aux soignants qui pourront davantage profiter sur leur temps libre de loisirs supplémentaires, musées, parcs d'attractions, voyages, restaurants, théâtres. Un loisir supplémentaire dans une des 200 000 structures en France dédiées au tourisme et à la culture qui acceptent les chèques vacances. Pour la députée insoumise Caroline Fiat, par ailleurs aide-soignante, c'est à l'État de se montrer plus généreux. On va demander aux employés libre-service, on va demander aux facteurs, on va demander aux éboueurs, on va demander aux mamans qui faisaient du télétravail de faire don aussi. C'est à l'État de mettre en place ces aides. Côté républicain, on s'agace surtout de s'être fait voler l'idée. Fin mars, le député Maxime Minot proposait déjà d'autoriser le don de congés. Bref, je veux parler ici de la méthode. Une méthode qui constitue une faute déontologique majeure, consistant à reprendre une proposition de l'opposition, l'ignorer volontairement et s'en attribuer les mérites. La majorité se défend d'avoir plagié. Maxime Minot voulait donner des RTT, là il s'agit de les transformer en chèques vacances. La proposition de loi a été adoptée en commission. Elle sera débattue dans l'hémicycle mardi prochain. Laurence Rossignol, est-ce que vous êtes favorable à cette initiative ? Écoutez, je ne sais pas si elle va venir au Sénat, puisque c'est une proposition de loi de l'Assemblée. Et moi, je suis favorable à tout ce qui permet aux Français de manifester leur générosité, bien entendu. Mais je suis quand même un peu gênée par cette proposition de loi. D'abord, il y a quand même l'idée que les RTT, il y en aurait trop. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que les mêmes qui portent cette proposition de loi aujourd'hui, les LR ou une partie ou ceux d'En Marche, sont ceux qui ne manquent jamais de nous rappeler que les 35 heures sont un boulet dans l'économie française et que les Français ont trop de vacances, trop de congés, trop de RTT. Et donc là, l'idée, c'est qu'on aurait trop de RTT, donc on les donnerait. Première remarque. Donc je suis un peu perplexe sur le fond. Qui existe déjà pour des salariés d'une même entreprise. Alors, le mécanisme existe, mais dans un cas très particulier, c'est des salariés d'une entreprise quand il y a un d'entre eux qui a un enfant très malade et qui doit s'absenter pour accompagner un enfant malade. Par ailleurs, je pense que la générosité, elle doit être incarnée humainement. Ce n'est pas simplement faire un chèque. Et là, c'est faire un chèque vacances. Et moi, je pense qu'il faut aussi favoriser la générosité, la solidarité qui se manifeste d'être humain à être humain. Donc, je trouve que cette proposition de loi est probablement belle proposition d'affichage. Je crois que les soignants ont besoin d'argent, ils en auront avec ces chèques vacances probablement, mais quand même, qui a des RTT aujourd'hui ? Les salariés, les classes moyennes, ils payent des impôts. Souvent, ils trouvent même qu'ils en payent beaucoup des impôts. Nos impôts servent à financer notre système de santé, payer correctement les soignants et leur donner leur RTT et leur congé bien mérité à la fin de tout ça. Bref, enfin, en conclusion, je n'applaudis pas dès demain, parce qu'en plus, je pense qu'à la fin du confinement, tous ceux qui sont restés à la maison ou qui ont été travaillés auront besoin de se reposer. On sait qu'à l'hôpital, ils ont du mal à les prendre. Et c'est toujours l'idée derrière qu'on a trop de RTT. C'est pas vrai, et en tout cas, et c'est sûrement pas vrai pour les femmes qui ont été doublement ou triplement mises à contribution pendant la période qui vient de s'écouler, comme elles le sont d'ailleurs toute l'année.
Alors avant de se quitter, Laurence Rossignol, nous voulions rendre un hommage à Claude Goasguen, député Les Républicains de Paris, décédé ce jeudi d'un arrêt cardiaque après avoir contracté le Covid-19. Il avait 75 ans, chiracien convaincu. C'était une figure de la droite et du Parlement. Député pendant plus de 20 ans, Claude Goasguen à l'Assemblée, c'était un polémiste invétéré, au verbe haut et au fort tempérament, libéral assumé. Il s'était investi avec conviction dans la lutte contre l'antisémitisme. Voilà pour cette émission. Merci Laurence Rossignol. Merci beaucoup Laurence Rossignol d'avoir participé à cette émission. Pas de petits mots sur Claude Goasguen ? Non, mais je trouve, moi, j'ai jamais été élue de Paris, donc j'ai pas siégé ni député avec Claude Goasguen. Mais ce que je trouve qu'on vit une période où tous les jours, beaucoup d'entre nous pleurent quelqu'un. Voilà, hier, beaucoup ont pleuré Claude Goasguen. On a tous pleuré, enfin, moi, en ce qui me concerne, Guy Bedos. On a perdu, nous, Henri Weber, ancien sénateur, député européen, Jean-Loup Dabadi. Et je trouve que depuis 2 mois, ce Covid plus âge, on a beaucoup de tristesse qui nous entoure et le bilan humain et affectif de cette période sera douloureux pour beaucoup. Un bilan très douloureux. Merci beaucoup Laurence Rossignol. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo.